Donc c'est parti pour la creepy story. Je vais vous mettre une image de nos protagonistes. Oui, on peut dire ça, des protagonistes. De cette histoire. Je vous explique un petit peu la mise en situation. Je vous explique la situation. Enfin, l'introduction. En 1898, Hélène et Tom, donc un couple de deux Américains, sont partis déjà depuis 3 ans faire le tour du monde. Voilà, ils ont quitté l'Amérique pour aller faire le tour du monde. Et en fait, ils décident à un moment donné de faire 1998 balou. Et ils décident de faire un petit arrêt, un petit crochet par l'Australie. Parce qu'en fait, ils ont un rêve commun, c'est de faire une plongée le long de la Grande Barrière de Corail. Donc le 25 janvier, ils embarquent à Port Douglas, donc en Australie, pour une après-midi en bateau. Enfin, oui, pour une après-midi en bateau avec la compagnie de plongée Outer Edge. J'ai un accent anglais extrêmement qualifié. L'équipage, il est composé de 5 personnes. Et il y a 26 passagers. Et l'équipage, du coup, leur promet de leur faire découvrir 3 spots incroyables. Et bah, devinez quoi? Le couple ne reviendra jamais de cette plongée. Alors là, je vous vois venir à 100 000 km, vous allez me dire, bah ok, ils se sont noyés, ok, ils se sont fait grailler par des requins, et bah c'est pas si simple que ça. Voilà. Et c'est tout l'intrigue de cette histoire. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc pour la petite biographie, Thomas Joseph Lonergan, donc Tom Lonergan, il est né le 28 décembre 1964. Et du coup, la jeune femme qui se trouve sur la photo, c'est Eileen Cassidy Lonergan et qui est née le 3 mars 1969. J'ai rien trouvé sur leur biographie, même sur le Wikipédia US. Hormis le fait que c'était un couple qui visiblement n'avait pas de problème, qui était très amoureux et qui sont juste partis faire le tour du monde. La seule chose que j'ai trouvée, c'est qu'ils ont travaillé pendant plusieurs années pour l'organisation humanitaire Peace Corps aux îles Fidji et ensuite ils ont prolongé leur travail dans un autre pays. J'ai rien trouvé sur leur famille, j'ai rien trouvé sur une ombre au tableau qui pourrait y avoir. Est-ce que le couple était malheureux ensemble? Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'ils fuyaient quelqu'un qui leur voulait du mal? Visiblement, c'était un couple tout à fait normal qui a juste choisi du jour au lendemain d'aller profiter de la vie et des merveilles du monde. Voilà. Donc, le jour de leur disparition, il est 15h. Et donc, bah, Eileen et Tom, ils sont avec les autres touristes. Et du coup, bah, ils enfilment tout l'équipement de plongée pour la 3e plongée de la journée. Donc, de ce que j'ai compris, 3e et dernière de la journée. Le couple s'enfonce à 12 mètres de profondeur pour découvrir la faune marine, etc. Donc, je pense que ça devait être magnifique. Et le problème, c'est que bah, quand le couple refait surface 40 minutes plus tard, donc en soi, le temps classique, hein, c'est pas un problème, les 40 minutes, bah en fait, l'Outer Edge, donc la compagnie de plongée, est plus là. Donc pour vous expliquer, la compagnie de plongée est repartie en pensant avoir tous les plongeurs à bord, alors que c'était pas le cas. Donc quand le couple remonte à la surface, bah, hormis voir l'étendue de la mer calme et avoir 50 degrés de soleil, de chaleur qui te casse le crâne en deux, bah c'est tout. Voilà. On n'en sait pas plus après de ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que du côté de l'équipage, bah normalement, et ça je pense que vous le savez tous, lorsque y a une sortie avec plusieurs voyageurs, etc., que ce soit sur des trucs de plongée, des croisières ou quoi que ce soit, et qu'il y a des escales ou des arrêts, tu dois vérifier que tous tes passagers sont à bord, et notamment encore plus quand tu fais de la plongée. Là, visiblement,
ils n'ont absolument pas fait ce décompte lorsqu'ils sont repartis pour vérifier que tous les passagers étaient bien à bord. Et donc, ils ne vont pas s'apercevoir de la disparition du couple tout de suite. Ils vont s'en apercevoir que 2 jours plus tard. Ce qui est quand même très long. 2 jours pour réaliser que finalement, il manquait du monde. Et vous allez voir que c'est même pas tant un employé de la compagnie qui s'est réveillé en se disant « Oh bah tiens, il me semble que on n'a pas fait le décompte, etc. » Non, non, ils s'en sont aperçus parce que en fait, un des employés de la compagnie va retrouver dans le bateau un sac avec le portefeuille et donc les passeports de Tom et Eileen. Et donc là, je pense que le mec, il s'est dit « Ok, là, on a grave merdé. » Et donc, bah là, il lance l'alerte pour aller retrouver le couple qui est abandonné depuis 48 heures en pleine mer. Sachant qu'à la grande barrière de corail, il y a des requins. Donc, disons que là, tu te dis que, hormis la déshydratation, hormis le fait que peut-être qu'ils savent pas nager ou pas très bien. Donc, s'il y a un peu de courant ou quoi que ce soit, ils peuvent vite s'épuiser et mourir d'épuisement. Et en plus de tout ça, tu rajoutes la petite case requin. Hein, ce que Zibrox adore. Voilà. Donc, il lance les recherches. Et je vous apprends que 22 ans, 23, maintenant peut-être, après, ils n'ont jamais retrouvé les 2 corps du couple. Et là, vous allez me dire, bah oui, en même temps, logique, s'il s'est fait grailler par un requin, ils vont pas retrouver grand-chose. Le problème, c'est qu'ils vont retrouver des effets personnels au couple. Mais pas les corps. Et c'est là, en fait, que l'histoire qui, à la base, pourrait être très vite réglée, entre le fait que il peut y avoir noyade, déshydratation ou se faire bouffer par les animaux, c'est pas si simple que ça. Et donc, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont fait leur apparition par rapport à cette disparition. Ils vont retrouver, quelques semaines après la disparition du couple, à plus de 100 km au nord du spot où ils étaient censés où ils ont plongé et où ils se sont retrouvés abandonnés, en fait, c'est un pêcheur qui va retrouver une ardoise de plongée. Alors, je suppose que les ardoises de plongée, c'est comme une ardoise, pour se passer des petits codes sous l'eau, vu que tu peux pas trop parler. Et il va retrouver, du coup, cette ardoise avec un appel de secours écrit dessus. Et l'appel de secours, il est daté, puisque la personne qui a... le couple a noté la date à laquelle ils ont écrit ce message. Et donc, il était écrit date du 26 janvier 1998, 8h du matin. Nous avons été abandonnés près du récif d'Agincourt par Luther Edge le 25 janvier à 15h. S'il vous plaît, aidez-nous. Venez nous sauver avant que nous mourions. Au secours. Donc ça veut dire que ils étaient encore vivants à ce moment-là, puisqu'ils ont quand même pu, du coup écrire ce mot pour espérer être retrouvés. Je vois pas trop comment ça aurait pu leur permettre d'être retrouvés, parce que la preuve en est que le message a été découvert bien plus tard. Mais bon, je pense que dans ces situations-là, tu essaies de mettre toutes les chances de ton côté, hein, très clairement. Donc, ils sont partis du principe que si le couple avait pu écrire ce message, c'est qu'ils avaient pu réussir à survivre au moins la première nuit en mer. Ce qui est déjà beaucoup, en vrai. Parce que vous vous dites que déjà, survivre sur un radeau en pleine mer, en plein cagnard, sachant que du coup, tu n'as pas d'eau potable, puisque tu vas te dire que boire de l'eau salée, c'est ta dernière solution pour t'hydrater, sauf que le sel te déshydrate, donc finalement, c'est la galère. Plus le soleil, et du coup, ça t'assèche la peau, etc. Déjà, c'est compliqué. Mais alors, en plus, être dans l'eau, donc ne même pas avoir la possibilité d'être au sec, c'est encore pire. Ils vont retrouver par la suite, donc le début février, des équipements de plongée. Et ça va être confirmé que ça appartient au couple parce qu'il y avait leur nom et prénom dessus. Et en fait, il s'agit de leur gilet de plongée. Donc, leur gilet gonflable. Je sais plus comment on appelle ça. Bref, leur gilet. Et comme 90% des personnes, la compagnie et même les enquêteurs se sont dit qu'ils s'étaient fait certainement bouffer par les requins. Puisque ça paraissait le plus logique. Mais là, ça va être remis en cause pour la simple et bonne raison que, en fait, ils vont retrouver les combinaisons. Enfin, en fait, ils ont retrouvé le gilet et les combinaisons. Et en fait, ils vont retrouver
la combinaison et les gilets en bon état. Bon état, j'entends, avec quelques éraflures, mais plutôt des éraflures comme s'il y avait eu des frottements au niveau des barrières de corail, etc. Mais pas comme si c'était mangé un petit croc de requin. Donc, bah, ça voudrait dire que soit ce n'est pas des requins qui les ont tués, soit ce sont des requins, mais ils avaient enlevé leur équipement avant. Ça, c'est une hypothèse. Et donc, les experts, du coup, c'est ce qu'ils ont déterminé, se sont dit que potentiellement, ils s'étaient peut-être débarrassés de leurs équipements parce que c'est quand même quelque chose qui est très lourd et encombrant accessoirement. Mais du coup, les experts expliquent que bah, sans le gilet de stabilisation, c'est très compliqué de survivre. Et donc, il y a eu une première hypothèse qui a été faite de se dire que, bah, en fait, n'ayant plus l'équipement nécessaire pour réussir on va dire, à flotter, etc., avec le courant, les vagues, etc., bah, ils se sont possiblement noyés. Donc ça, c'est la première, et en tout cas la plus logique des hypothèses qui est arrivée. Et donc évidemment, bah, on se dit, mais le chef du bateau là, de l'excursion, il est où lui? Donc cette pépite internationale s'appelle Jack Nairn. Et donc lui, forcément, il a été poursuivi pour homicide involontaire. Quand même, parce que bah, il a quand même potentiellement créé la mort de 2 personnes due à sa négligence. Et bah devinez quoi, et on remercie encore la justice, il a été acquitté. Voilà, tout simplement. Il a été acquitté pour la simple bonne raison que bah on le condamne pour homicide, enfin on le poursuit pour homicide involontaire, mais pour qu'il y ait un homicide involontaire, il faut qu'il y ait des cadavres. Et là le problème c'est qu'il n'y a pas de cadavres, puisqu'on n'a pas retrouvé les corps. Il ne peut pas y avoir homicide s'il n'y a pas de corps. Donc, automatiquement, il est acquitté. Donc, le mec s'en sort très bien. Bon, ceci dit, sa société, donc Outer Edge Dive, donc sa société de plongée, a quand même été condamnée à verser une amende au vu de la négligence, après avoir plaidé coupable de négligence, et du coup a fait faillite. Hein. Je pense que c'est le minimum. Hein, c'est le minimum. C'est le minimum. Et là, il va y avoir... Et ce qui a permis, en fait, d'un côté, que le chef soit acquitté, c'est aussi parce que l'avocat a utilisé des... Comment on pourrait dire ça? A utilisé des éléments de l'enquête pour prouver que finalement, le couple a volontairement fait exprès de ne pas remonter à la surface pour ne pas être vu par le bateau et du coup ne pas revenir avec le reste du groupe. Je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux parce qu'en théorie, la compagnie, si elle est sérieuse, bah, elle refait le compte, elle voit bien qu'ils montent quelqu'un, donc en tous les cas, ils ne seraient pas partis sans eux. Donc bon, c'est tiré par les cheveux, mais en tout cas, c'est passé. Bref. Et en fait, l'avocat, il s'est appuyé sur les journaux intimes qui ont été trouvés en fait au domicile, enfin domicile, dans les affaires de Tom et Eileen. Et en fait, l'avocat, du coup, va dire que, bah, en fait, tout ça, c'est pas un homicide, c'est un sandwich. Et en fait, l'avocat va utiliser une partie du journal intime de Tom, Lonergan, en disant qu'il avait des idées noires qui évoquaient notamment sa lassitude et sa détresse et que il aurait pu tout à fait passer à l'acte et mettre fin à ses jours. En tout cas, c'est ce qu'il a mis en place. Et donc, dans le journal, la partie qui va être utilisée par l'avocat du directeur de la compagnie, enfin du capitaine, c'est la partie qui est le 3 août 1997, donc c'est 6 mois avant la disparition du couple, où Tom, en fait, dans son journal, il expliquait se sentir comme un étudiant qui vient de passer un examen, qui en gros est un petit peu au bout de sa vie, et qu'il est prêt à mourir. Que à partir de maintenant, il attend plus rien de la vie, et qu'il attend que ça se dégrade jusqu'à ce que bah, mort s'en suive. En gros, c'est ça. Je suis pas sûre que ça veut forcément dire que le mec était au point de vouloir mettre fin à ses jours. Je pense que c'était plutôt peut-être des phrases de quelqu'un qui est peut-être en dépression ou en burn-out, mais en tout cas pas quelqu'un qui veut forcément se foutre en l'air. Je trouve ça un peu excessif. Et donc, 2 semaines avant leur sortie en mer, Eileen, elle a raconté dans son journal à elle que Tom, en gros, souhaitait une mort rapide
et douloureuse. Et qu'il espérait que ça arriverait vite. Qu'à la base, Tom n'est pas suicidaire, mais qu'il a une volonté tellement forte de vouloir avoir une mort rapide, etc., que ça pourrait le pousser à agir. Et en même temps, bah, elle l'entraînait au passage. En mode... Alors, je sais pas si elle a dit ça dans son journal, en mode... Bah, s'il met fin à ses jours, je le suis. Ou si c'est lui qui, du coup, l'embarque dans sa galère, tu vois. Et donc, la famille, justement... Donc, notamment le père d'Eileen va dire que c'est sorti de son contexte parce qu'en fait, l'avocat s'est servi d'une seule partie du journal intime sans lire le reste. Juste pour détruire la réputation du couple et donc faire passer son client pour finalement quelqu'un de peut-être négligent, mais qui en même temps n'aurait rien pu faire parce que c'était des gens qui voulaient mettre fin à leur vie. Et donc, là, en fait, après quelques recherches, je me suis aperçue que les seules personnes qui ont vraiment lu le journal du couple, enfin, leurs journaux de A à Z, c'est la famille, la police de Port Douglas et le coroner Noel Noonan. Je sais pas c'est quoi un coroner. Et c'est les seuls qui ont vraiment lu le journal de A à Z. Les autres n'ont lu que les parties qui les intéressaient, notamment l'avocat du capitaine. Et donc là, il y a une seconde hypothèse qui va apparaître. Donc je rappelle qu'il y a l'hypothèse de la noyade, où bah, il y a eu de la négligence et le couple s'est noyé ou s'est fait dévorer, enfin peu importe, accidentelle, mort accidentelle pour le coup. Il y a l'hypothèse où le couple a volontairement fait exprès de se faire oublier pour mettre fin à ses jours, même si j'y crois moyen. Et la troisième hypothèse, c'est des habitants du Queensland, donc c'est de là d'où venait le couple, vont dire que le couple a fait exprès de manigancer leur disparition pour disparaître, mais qu'ils sont encore vivants à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils vont expliquer que le lendemain de la disparition de ce couple, donc là, le lendemain de la plongée, il y a eu une nouvelle excursion qui a été organisée par une autre compagnie de plongée, près du lieu où ils faisaient cette dernière plongée de la journée. Et en fait, le capitaine du bateau va raconter à la police que lorsque il a été pour rentrer au port, il a recompté pour le coup ses passagers, et il s'est aperçu qu'il avait plus de passagers au retour qu'à l'aller. Et qu'il avait deux passagers, un couple, en plus, qui s'exprimait en anglais, alors que tout le groupe au départ, c'était un groupe italien. Alors, pure coïncidence, je ne sais pas, mais pourquoi le couple aurait fait exprès de passer une nuit entière en mer, sachant que ça veut dire que quand ils sont arrivés au niveau de l'excursion, ils les ont pas vus, que le couple s'est incrusté après, et qu'ils sont montés dans le bateau et que ça n'a choqué personne. C'est-à-dire même là, par exemple, le capitaine aurait pu leur dire « Excusez-moi, vous n'étiez pas à l'aller. Pourquoi vous êtes là au retour ?» Mais personne ne pose de questions à personne, finalement. Finalement, tout le monde trouve ça normal. Donc, il y a des personnes qui vont dire que bah, ça doit être le couple des Lonergan, donc Eileen et Tom, qui ont fait volontairement ça pour totalement changer de vie et d'identité. Et du coup, des gens vont affirmer les avoir vus bah, dans des pubs, dans des jardins ou même dans des rues en Australie. Le seul truc qui colle pas, c'est que bah, se faire oublier, c'est une chose. Mais bah, il faut de l'argent, quand même, pour vivre. Pour manger, pour... voilà. Et le truc, c'est que bah, les comptes bancaires du couple n'ont jamais été touchés depuis leur disparition. Et leur police d'assurance n'a jamais été réclamée non plus. Enfin, leur assurance vie, quoi, en gros. Donc, actuellement, personne ne sait ce qui s'est passé. Ni ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont encore vivants ou morts, on ne sait pas. Toujours est-il que le père de Eileen reste persuadé que c'est un accident dû à la négligence de la compagnie, hein, très clairement. Et que tout simplement, bah, le capitaine ne veut pas assumer la bêtise qu'il a fait. Alors, je suis pas rentrée dans les détails des articles, mais j'ai vu plusieurs articles qui disaient que suite à cette affaire un peu terrible, comment dirais-je, les compagnies de plongée ont été beaucoup plus réglementées qu'elles ne l'étaient au départ. Pour que ce genre d'accident n'arrive plus, en fait, tout simplement. Peu importe, entre guillemets, ce qui arrive au couple, dans tous les cas, au départ, il y a eu négligence. Parce que le mec, son seul taf, c'est de surveiller le groupe avec lequel il est
Donc de partir avec un chiffre de personnes et de revenir avec, enfin, avec un nombre de personnes et de revenir avec le nombre de personnes. Et ça, il l'a pas fait. Donc dans tous les cas, lui, il a en tort. Peu importe, même si le couple il était encore vivant à l'heure d'aujourd'hui, dans tous les cas, le capitaine, il a fait de la merde. Ça, c'est un constat. Mais en tout cas, ils ont un peu plus réglementé les sorties de plongée, etc. pour que bah, il y ait plus ce genre d'accident. Et donc, on reste sur notre faim parce qu'on ne sait pas ce qui est devenu ce couple. Est-ce qu'ils sont morts quand même dévorés par des requins parce qu'ils avaient juste ils s'étaient juste libérés de leur combinaison pour être peut-être moins lourds et du coup peut-être moins s'épuiser, mais du coup bah, ils se sont fait manger par les animaux. Est-ce qu'ils sont juste tout simplement morts déshydratés et ensuite potentiellement morts par les animaux ou que leur corps dérive au fur et à mesure et qu'ils sera retrouvé peut-être des années après? Est-ce que ils voulaient sincèrement mettre fin à leur jour et que bah, là ça a été l'occasion ou jamais? En même temps, ils étaient dans un endroit de rêve qu'ils voulaient faire depuis plusieurs années et ils se sont peut-être dit que c'était le moment. Et est-ce que la dernière hypothèse, c'est oui, voilà, ils voulaient changer de vie, ne plus du tout, enfin recommencer à zéro et ne plus se faire reconnaître de personne et du coup recommencer et se faire oublier? Ça, j'y crois moyen. Honnêtement, les gars, moi je pense qu'ils ont retiré leurs équipements de plongée parce que c'était extrêmement lourd à gérer. Qu'ils ont essayé de s'en sortir comme ils ont pu, qu'ils n'y sont pas arrivés et que bah, soit ils se sont fait manger par les requins des alentours, soit ils se sont tout simplement déshydratés et noyés. Ce qui arrive relativement vite, surtout en mer et surtout quand il fait 50 degrés. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de cette histoire, mais moi je la trouve tout bonnement loufoque et en même temps très intrigante parce que bah, finalement on a très peu d'indices et on a que des hypothèses basées sur des trucs sortis de leur contexte et basés sur, on va dire, ce qui pourrait arriver en temps normal, quoi. Après, est-ce que peut-être ils ont pu être aussi tout simplement ramassés par un autre bateau qui n'était peut-être pas... Qui n'était peut-être pas un bateau gentil, hein, peut-être qu'il les a kidnappés ou j'en sais rien, hein, c'est possible aussi. On ne saura jamais. Donc, bah, si on doit tirer une conclusion de cette histoire, les amis, ne faites pas de plongée. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'aurai à vous dire.